se soucie encore d'Antoine. Cet enfant de 6 ans a officiellement disparu le 11 septembre 2008 à Issoire, dans le Puy-de-Dôme. 15 ans se sont écoulés sans réponse, sans corps, sans jugement. Cette affaire a peut-être été éclipsée par une autre disparition d'enfant, 5 ans plus tard. Celle de Fiona, tout près d'ici, à Clermont-Ferrand. Qu'est-ce qui prédestinait Antoine Brugerolles de Freycinet et Fiona Chafoulet au même destin funeste? Même âge, des mères jeunes, consommatrices de stupéfiants, des beaux-pères violents. L'analogie s'arrête là, car l'affaire du petit Antoine reste à ce jour une énigme. Est-il toujours vivant? Est-il mort? Que s'est-il réellement passé? Le saura-t-on jamais? Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Au sommaire de votre journal local, le petit Antoine disparu à Issoire n'a toujours pas été retrouvé. Les enquêteurs semblent désormais envisager le pire. Toute la journée... J'étais de permanence commandement le jeudi soir, j'étais chez moi et j'ai reçu un appel donc, du centre opérationnel de gendarmerie de Clermont-Ferrand qui me prévenait que j'avais une patrouille qui allait être chargée d'une recherche d'un enfant dont la disparition venait d'être signalée à Issoire. Et donc je me suis déplacé dans les minutes qui ont suivi au domicile d'Alexandrine Brugerolles de Freycinet. Elle est seule au domicile. On apprendra par la suite que son compagnon n'est pas là. Ils ont dîné le soir dans un restaurant chinois à Issoire. Elle m'explique tout de suite qu'ils avaient laissé l'enfant, donc Antoine, 6 ans, seul au domicile, et qu'à leur retour du restaurant, donc sur les coups de 21h, puisque moi je suis appelé, il est 21h15 ou 21h20, l'enfant a disparu. On sait que c'est un enfant de 6 ans qui est inscrit en CP cette année-là. Sa maman le décrit comme un petit garçon très autonome, débrouillard. C'était un enfant qui était connu, moi je n'avais jamais vraiment vu, mais qui était connu dans Issoire et notamment dans son petit quartier, hein, sur la place de la République, et qui avait l'habitude de sortir. C'est un petit peu le poulbeau parisien. Il est un peu livré à lui-même. Il part jouer avec un sandwich sur la place de la République qui est à proximité. Il part à Perrier chez l'arrière-grand-mère qui le garde sans le dire à Alexandrine. Enfin, il peut très bien partir une demi-journée sans inquiéter grand monde. Il n'est pas tout le temps sous la surveillance de sa mère. Alors elle est un petit peu affolée, mais en même temps calme. Nous, bien évidemment, la première chose qu'on fait, c'est la prise de renseignement. Moi, j'appelle du renfort immédiatement pour la bonne raison que le temps compte. Je suis encore dans la disparition, je suis encore dans la fugue. Les enquêteurs vont travailler selon ce qu'on appelle le principe de l'escargot, c'est-à-dire en partant du point central et le plus proche du domicile dont Antoine aurait disparu, et vont petit à petit étendre le spectre et le périmètre des recherches. C'est une ville très ancienne, hein, avec une histoire, un patrimoine, des portes cochères, des cours particuliers. Enfin, on est vraiment dans un environnement qui n'est pas favorable à des recherches, parce qu'il peut y avoir des caches partout, il y a des soupiraux, on peut descendre dans des caves, on a des escaliers, on a aussi des égouts. Pour nous, il est endormi à quelque part. Il a un petit cartable sur le dos, où il a pris un petit peu, d'après ce que nous dit la mère, il a pris des bâtons de Kinder ou des gâteaux Kinder. Tout ça, c'est crédible. Et les gens, quand le matin, ils vont se lever à Issoire sur les coups de 8 heures et qu'ils vont prendre le vélo, qu'ils vont prendre la poussette, ils vont trouver un gamin qui dort sous un escalier d'une copropriété. Et malheureusement, non. La nuit de sa disparition, le centre-ville d'Issoire est quasiment désert. La météo est peu clémente, un orage surprend les gendarmes. La pluie complique leur travail d'investigation qui dure jusqu'au lever du jour. C'est au petit matin que les Issoiriens sont informés de la disparition d'un jeune enfant. Je mettais mon veston, j'allais descendre dans la mairie, il devait être 8h30 du matin. Je reçois un coup de téléphone du capitaine de gendarmerie, de Franck Maury, donc, qui me dit on a sur les bras une affaire de disparition d'enfants, mais si tu peux venir, j'aimerais que tu vois. Il me dit ça, j'aimerais que tu vois. Dans ce cas-là, on s'attend à un parent complètement abattu, révolté par la situation. Ils étaient tous les deux accroupis par terre.
Et il se tenait comme ça. Et ça durait. Des soupçons sur la maman? Non, il n'y a aucun soupçon sur la maman. On vérifie, naturellement on sait dire. Très rapidement, il y a des moyens très importants qui sont mis en œuvre, des moyens humains et matériels très importants, des dizaines de gendarmes locaux dans un premier temps, et dans les jours suivant la disparition, des renforts qui viennent de l'extérieur également, des équipes cynophiles spécialisées dans la recherche des personnes disparues, avec un chien Saint-Hubert notamment, un hélicoptère équipé d'une caméra thermique. Moi, j'ai un souvenir vraiment des gendarmes spéléologues qui rentrent dans les bouches d'égout. Il y a un ratissage extrêmement fouillé, extrêmement minutieux qui est mis en œuvre avec des moyens humains et matériels qui, moi, à l'époque, j'étais jeune journaliste et je ne connaissais pas grand-chose de ces faits divers, me paraissait vraiment impressionnant. C'est une grande émotion parmi les habitants. Et là, ils se sont sentis immédiatement investis de la responsabilité de faire quelque chose. En ce qui concerne les disparitions inquiétantes, il y en a qui le sont obligatoirement, légalement. Toute disparition de mineurs est considérée comme inquiétante. Alors il faut quand même distinguer, quand il y a une disparition d'enfants, entre ceux qui ont l'habitude de fuguer et puis ceux qui ne fuguent jamais. Il y a les conditions d'âge. On interviendra certainement beaucoup plus rapidement quand on a une disparition d'un mineur de 5 ou 6 ans. Je pense, à travers ce que j'ai pu en lire, qu'il y avait des éléments qui remontaient, qui pouvaient, alors des éléments vrais ou pas vrais, mais communiqués par les parents en tout cas, qui pouvaient laisser penser à une fugue. Pourquoi la fugue? Parce qu'elle nous explique qu'il a fait la rentrée des classes et après il était malade. Il a eu soi-disant une gastro-entérite, ça c'est la mère qui nous le dit, c'est Alexandrine qui nous le dit. Et donc on est jeudi soir, il a un ultimatum pour le vendredi en disant ça va mieux, demain tu retournes à l'école. Donc c'est tout à fait crédible avec le fait que l'enfant qu'elle nous décrit n'est pas un amoureux de l'école et qui veut tout faire pour ne pas aller à l'école demain alors qu'il va être forcé d'aller à l'école. Je veux une fouille systématique du bois et vous me retournez le bois s'il le faut. Les plongeurs là, viennent d'arriver, donc RS pour eux. Donc on les embarque et puis on arrive. Après 48 heures d'investigation, l'hypothèse de la fugue s'éloigne. Allez messieurs, en avant! Les enquêteurs élargissent leurs recherches à Issoire et ses alentours. Samedi 13 septembre, une information judiciaire pour enlèvement et séquestration de mineurs est ouverte. Quand un petit garçon comme ça disparaît, il paraît logique de mettre l'ensemble de ses moyens. Ce serait incompréhensible de la part de tout le monde qu'on n'ait pas mis le maximum de moyens et engagé effectivement tous ces moyens qui sont très onéreux. C'est inimaginable de ne pas le faire. 5 jours après la disparition d'Antoine, le Bon Crouton est perquisitionné. Le bar, situé place de la République, est tenu par Stéphane Bourselin. L'homme est un proche du garçon et de sa mère qu'il avait employé comme serveuse quelques semaines plus tôt. L'enquête révèle qu'il a entretenu une liaison avec Alexandrine. Selon les dires de Stéphane Bourselin, Antoine le considère comme son père. Je suis persécuté, ce matin je suis sorti à 8h15, j'ai toutes les caméras braquées sur moi. Je pars en voiture, on me braque en caméra, et j'y suis pour rien en plus. Et la fugue, j'y crois pas, j'ai jamais cru quoi. Sinon il serait venu chez moi quoi. Moi j'adore ce petit quoi. Les personnes chez qui on fait des perquisitions ne sont pas des suspects, ce sont tout simplement des gens qui ont été en contact avec l'enfant, il n'y en a pas tant que ça, et les investigations qui sont menées servent autant à les disculper qu'à fermer, ce que j'appelle fermer des portes, que pour nous à progresser dans la recherche de la vérité. Là, on s'oriente assez vite éventuellement vers la séquestration, vers l'enlèvement, et puis s'échafaude un peu le plan du règlement de compte, peut-être lié à les stupéfiants, puisque on savait déjà à l'époque que la consommation de stupéfiants était quelque chose de commun, d'ordinaire, au sein du nouveau couple. C'est une jeune femme qui a vécu une enfance très chaotique, très instable, marquée par les fugues. Je crois qu'elle a 14 ans quand elle fugue du domicile familial à Vichy. Elle a été placée en foyer ensuite, donc vraiment un parcours très heurté. On
apprendra également qu'elle a été condamnée pour trafic de stupéfiants en 2003, qu'elle a fait quelques mois de prison à cette occasion et que c'est une jeune femme qui, semble-t-il, vit dans une forme de marginalité, qui a du mal aussi à se sortir de sa polytoxicomanie. À l'époque, c'est une jeune fille qui s'est débrouillée seule, qui a élevé son enfant seule, qui n'était pas du tout en marge de la société. Sébastien Ribière est un homme qui vit à Issoire avec Alexandrine Brugerolles, sans profession, avec un petit casier judiciaire, notamment pour des problèmes de trafic de stupéfiants. Nous, ce qu'on perçoit assez vite, c'est que c'est vraiment un dur à cuire. On a quand même affaire à quelqu'un qui est assez sec, dont on sent, entre guillemets, hein, c'est très subjectif, qui peut être brutal. Le rôle de Sébastien Ribière là-dedans est pas... Il y a des points d'interrogation et lors des briefings le soir, oui, effectivement, ces points-là ressortent. Mais on n'a rien, on n'a rien. Et quand vous rencontrez Sébastien Ribière à 5 h du matin, la nuit de la disparition, est-ce que vous avez l'impression qu'il recherche Antoine? Alors oui, il est en train de le chercher ou il est en train de nous surveiller. Il est en train de voir ce qu'on fait. Les enquêteurs cherchent à comprendre comment fonctionne la famille la plus proche, hein, c'est-à-dire la mère qui a un nouveau compagnon. Très vite d'ailleurs les recherches et notamment les investigations techniques démontrent des faits, il y a des traces qui sont découvertes. Donc ça met tout de suite assez rapidement la puce à l'oreille aux enquêteurs. Les perquisitions donnent des résultats. Les enquêteurs, en épluchant les relevés de compte d'Alexandrine Brugerolles, s'aperçoivent qu'il y a eu un achat qui a été fait la veille du signalement de la disparition. Plusieurs sacs de poubelles de grande contenance, de 100 litres, des gants MAPA également et une bouteille de liquide déboucheur de Desktop. Alexandrine n'a jamais parlé de cet achat aux enquêteurs lors de ses auditions. Et les enquêteurs ne trouvent pas trace de ces éléments-là lors de la perquisition qui est faite dans le logement. Et Alexandrine se justifiera par la suite en disant « Ah oui, mais voilà, c'est effectivement vrai, j'ai bien acheté ces choses-là, mais j'ai tout ramené, en fait, je m'étais trompé, j'ai fait un échange, etc. » Ce qui étonne les enquêteurs, c'est qu'en fait, le supermarché n'a aucune trace de cet échange. On ne peut pas s'empêcher d'avoir des idées sur le fait qu'il y a eu un accident, il y a eu quelque chose au domicile. La mère d'Antoine, comme le concubin, les juges d'instruction ont estimé qu'ils avaient suffisamment d'éléments pour placer ces personnes en garde à vue. Ça veut dire que les magistrats instructeurs et les enquêteurs ont estimé qu'ils étaient maintenant en possession de suffisamment d'éléments pour précipiter les choses et attendre des réponses aux questions qu'on se pose depuis le début de cette affaire. La garde à vue est très prématurée en réalité, puisqu'elle intervient 13 jours après la disparition. C'est une garde à vue qui se passe mal, avec des gendarmes qui véritablement veulent des aveux. Et pour pouvoir dire à la presse, aux yeux du monde, que l'enquête est résolue. Les deux, que ce soit Sébastien Ribière ou Alexandrine Brugerolles de Freycinet, s'expliquent et répondent aux questions au départ. Puis ensuite, concernant Alexandrine, il y a véritablement une sorte d'énervement qui la gagne. Elle se sent accusée, les questions sont très accusatrices et elle refuse de répondre aux questions. Pour moi, elle organise un petit peu le fait que la garde à vue ne soit pas compatible avec son état de santé. Elle doit prendre des médicaments et donc elle est très fatiguée et la garde à vue n'est pas possible et est systématiquement levée, donc on n'avance pas avec Alexandrine. Les gardes à vue sont levées assez vite et aucun élément n'en sort. L'enquête est dans une impasse. De même qu'être mis en garde à vue ne signifie pas être coupable, lever une garde à vue ne signifie pas qu'on est innocent. Ceux qui ont fait ça ne doivent pas s'attendre de notre part à un relâchement de l'enquête et de notre volonté. Nous les trouverons et j'espère, nous les ferons condamner. S'ils croient autre chose, ils se trompent. S'ils se croient plus forts, ils se trompent également. Dans l'affaire Antoine, on a un procureur qui, quasiment dès le début, est intimement persuadé que le couple est impliqué d'une façon ou d'une autre dans la disparition.
les enquêteurs se sont retrouvés dans une impasse, à précipiter un petit peu un début de garde à vue sur des éléments ou des doutes qui, semble-t-il, n'étaient pas assez forts et assez étayés pour vraiment mettre en difficulté le couple, et peut-être avoir des aveux, si tant est, encore une fois, que Sébastien Ribert et Alexandrine Brugerolles cachent toujours la vérité. Ce qui est dur à encaisser pour elle, c'est le fait qu'effectivement, elle ait le sentiment que pendant ce temps de garde à vue, on se soit finalement désintéressé d'Antoine pour s'intéresser à elle. Elle est très jeune, cette couverture médiatique lui fait peur. Elle a peur que chacun de ses propos soit mal interprété, que chacun de ses gestes soit mal interprété, et que finalement, à un moment donné, on continue à la désigner comme responsable dans cette affaire, alors qu'elle est une victime. On est véritablement agressé, il faut dire, par les médias. Ils viennent au cabinet sans autorisation, ils pénètrent dans le couloir à 10. Là, on est obligé presque d'être agressif pour leur dire de sortir. Et donc, il y a des scènes absolument hallucinantes. On sort du parking, ils sont prêts à se faire écraser pour faire un plan d'Alexandrine. Ils sont complètement fous. Le procureur a tribune ouverte pour raconter tout et n'importe quoi. C'est riche d'enseignements sur la contagion de la folie. Surtout s'il va bien, s'il est bien traité, s'il mange de sa faim. On ne lui fait pas de mal. Je pense surtout que j'aurais pas dû sortir. Si j'étais pas sortie, il serait là. Ma vie, elle s'est arrêtée le jour où Antoine est disparu et elle reprendra que le jour où il reviendra. Et heureusement qu'il y a les internautes pour faire le boulot du flic et pour afficher Antoine partout. Les gendarmes et le procureur, parce que c'est quand même lui qui déclenche l'alerte, ont décidé que c'était pas la peine de le croire et que de toute façon il y avait dû y avoir un accident et cacher le corps, et puis c'est tout. Le problème, c'est que c'est pas vrai. À partir du moment où l'hypothèse de l'environnement immédiat n'a pas donné les résultats dans cette enquête, il faut repartir sur toutes les hypothèses qui ont été évoquées dès le départ. Lorsque une enquête part mal, elle est difficilement rattrapable. Il n'y a pas vraiment de recoupements qui sont faits entre différents éléments qui auraient dû être recoupés à notre sens, puisqu'il y a eu un signalement par un chauffeur routier de la présence d'un enfant à l'échangeur de Rouen-la-Motte, en effet. Les caméras de l'échangeur de l'autoroute n'ont pas été saisies dans les temps. Il y avait un campement de gens du voyage à proximité et il y a eu un recoupement qui aurait dû être fait avec des personnes, je dirais, homonymes, dans le sud de la France, où un téléphone a de nuit appelé un interlocuteur avec un enfant qui se présentait comme étant Antoine en demandant de l'aide. Dans une disparition, les premières 48 heures sont essentielles parce qu'il y a la téléphonie, j'en parlais tout à l'heure. Au bout de 48 heures, on peut avoir des téléphones qui n'émettent plus et donc tout ce qui est la géolocalisation devient impossible. Au niveau de l'enregistrement des caméras de vidéosurveillance, la durée est très courte. En général, les bandes s'écrasent. J'aurais une mauvaise conscience à dire que l'enquête au départ a été loupée puisque c'est moi qui suis dessus. Le moindre coup de téléphone est vérifié. C'est-à-dire qu'on a des radiesthésistes qui nous appellent de l'autre bout de la France pour nous dire « le petit Antoine est à tel endroit ». On y croit, on n'y croit pas. On en a vérifié des dizaines et des dizaines, des centaines et des centaines et qui ont donné aucun résultat. Malgré des dizaines de gendarmes mobilisés sur l'affaire et de multiples fouilles dans les environs d'Issoire, Antoine reste introuvable. Mais le 8 janvier 2009, un événement inattendu remet la mère du garçon sous le feu des projecteurs. Lors de ces auditions, Alexandrine est catégorique sur un point. Elle dit « Moi, je ne sais pas conduire, de toute façon, je n'ai pas le permis, je n'aurais pas été capable de prendre un véhicule pour transporter le corps d'Antoine à l'extérieur d'Issoire pour éventuellement l'enterrer. »
Et il se trouve qu'effectivement, en janvier 2009, les gendarmes du peloton motorisé sont assez surpris de voir un véhicule zigzaguer sur la 75 entre Clermont et Issoire. Ils arrêtent ce véhicule-là et ils trouvent Alexandrine Brugerolles au volant de cette Peugeot 106. Et forcément, on se dit, si elle a menti sur ce détail-là, est-ce qu'elle n'a pas menti en fait sur l'ensemble de sa version? Elle avait tout perdu, pour ainsi dire. Elle était dévastée, hein, de la disparition de son enfant. Elle était partie dans une façon de vivre qui était peut-être un peu une route du désespoir. « 25 mai, journée internationale des enfants disparus. » Aidez-nous à retrouver Antoine. Le 11 septembre 2008, Antoine disparaît de son domicile à Issoire, dans le Puy-de-Dôme. Antoine Brugerolles. On en parle toujours, bon, c'est vrai que je suis restauratrice et c'est vrai qu'on a toujours sa photo. On n'a aucune nouvelle, on ne sait pas quoi penser, on attend que ça bouge, au moins qu'on fasse voir qu'on cherche le gamin. Dans cette affaire, il n'y a pas eu d'erreur, le travail a été fait, les juges d'instruction donnent des directives et elles sont suivies. Je ne crois pas que ce soit une excellente chose que de changer de cheval au milieu du gué. La stabilité qu'elle avait gagnée entre 2005 et, on va dire, 2008, elle l'avait complètement perdue après la disparition d'Antoine. C'est-à-dire qu'elle a sombré après la disparition d'Antoine. Dans des paradis artificiels, je pense, qui l'ont aidée, croyait-elle, et qui ont traîné également le fait qu'elle soit dans un milieu qui était quand même très dévastateur, en définitive. Le couple prend le large, direction le sud. En 2012, on les retrouve impliqués dans une autre affaire sur fond de trafic de drogue. Le meurtre à Marseille de Karine Desilles. Son corps est retrouvé dans sa baignoire, immergé dans des produits détergents. Alexandrine Brugerolles et Sébastien Ribière sont alors mis en examen pour homicide volontaire et infraction à la législation sur les stupéfiants. L'arrestation donc ce matin d'Alexandrine Brugerolles de Freycinet. Elle a été arrêtée dans le Vaucluse avec son compagnon et placée en garde à vue à Marseille dans le cadre d'une affaire de meurtre. Une femme de 37 ans, proche du couple, était décédée à Marseille. On se dit qu'on n'avait pas besoin de ça. Hein. Ça va conforter la thèse de tous ceux qui les présentent comme des dangereux criminels. Les gendarmes, voilà l'occasion merveilleuse, cette fois-ci, d'obtenir des aveux dont ils rêvent depuis des années. Et puis peut-être qu'ils se disent que la mise en examen de Marseille peut mettre fin à une solidarité qui existerait entre deux. Alexandrine et Sébastien sont tous les deux mis en examen, placés en détention provisoire. Elle fera 1 an de prison avant d'être libérée et placée sous contrôle judiciaire. Lui reste en détention provisoire jusqu'à leur premier procès en 2016 devant les assises d'Aix-en-Provence. Procès à rebondissement au terme duquel lui est acquitté parce qu'il est poursuivi à ce moment-là pour le meurtre de Karine Desilles. Elle est relaxée, elle était poursuivie pour une série d'infractions, recel de cadavres, modification du scène de crime. Donc ils sont tous les deux blanchis à l'issue de ce premier procès. Sébastien Ribière va avoir la joyeuse idée, alors qu'il est condamné uniquement à 6 ans pour trafic de stupéfiants et qu'il est acquitté pour le meurtre, de faire un bras d'honneur au procureur de la République et aux avocats de partie civile. Ce qui va inspirer l'appel au procureur de Marseille, qui le reconnaîtra d'ailleurs, et qui va conduire à ce qu'on se retrouve à la cour d'assises de Draguignan dans des conditions infiniment plus difficiles. Entre les deux procès, un ancien compagnon de cellule de Sébastien Ribière fait des révélations. Des aveux qui vont peser dans la balance. Lors de cet appel, l'ex-beau-père est condamné à 20 ans de prison pour le meurtre à Marseille de Karine Desilles. Alexandrine Brugerolles, elle, écope de 2 ans. Mais ces confidences vont également relancer l'affaire du petit Antoine. À la base, nous, ça nous semble assez surréaliste. En fait, on apprend en 2017 qu'un codétenu de Sébastien Ribière à la maison d'arrêt de Nîmes s'est manifesté pour dire il m'a raconté que ce soir-là, Antoine aurait ingéré par accident une boulette d'héroïne, 5 grammes d'héroïne, qui était restée par oubli sur une table basse dans l'appartement du couple à Issoire et qui serait décédé des suites de cette ingestion accidentelle, qu'il aurait fait une overdose en quelque sorte, que le corps aurait ensuite été dissimulé pendant quelques heures, quelques jours, on ne sait pas trop, avant d'être emmené à l'extérieur d'Issoire pour être enterré dans une zone de campagne autour de la ville d'Issoire. Ça va justifier la mise en examen dans le dossier de Clermont-Ferrand. Mise en examen complètement invraisemblable pour homicide involontaire,
comme si un garçon de cet âge peut ingurgiter de la drogue. Il goûte, il voit que c'est dégoûtant et il s'arrête. Ce qui est remarquable quand même, c'est qu'on a un même expert qui, dans le procès Fiona, va dire que c'est rigoureusement impossible parce que l'héroïne est trop amère et qu'un enfant de 6 ans, en l'occurrence Fiona, l'aurait immédiatement recraché et donc n'aurait pas pu s'empoisonner avec. Et ce même expert dire dans l'affaire Antoine que c'est tout à fait possible. De plus, il y a une tache d'urine mouillée dans le lit d'Antoine qu'on a exploitée qu'en 2020. Il s'est avéré que l'expertise ADN a démontré que c'était une tache d'urine humaine qui était exempte de tout produit stupéfiant et de tout médicament. Et c'est absolument en contradiction avec l'idée qu'Antoine ait pu décéder d'une absorption accidentelle d'héroïne. En février 2017, le co-détenu va dire à la justice « Il y a 2 ans, Sébastien Ribière m'a fait telle confidence ». En mars 2017, les deux étaient mis en examen. Depuis mars 2017, il n'y a aucun élément en termes probatoires, à mon sens, qui s'est ajouté à cela. Ce n'est pas la première fois qu'on atteint cette durée, mais c'est clairement dans la moyenne très haute, avec à terme des difficultés qui pourront se poser, puisque la Cour européenne des droits de l'homme, notamment, exige qu'une personne soit jugée dans un délai raisonnable. Y aura-t-il un procès? Ça, je ne saurais pas le dire. Par contre, moi, je suis étonné qu'on n'ait jamais retrouvé un corps, s'il y a un corps, alors qu'on a mené des investigations à tout va, qu'ils ont été fouillés dans tous les moindres recoins. Alors il y a une espèce de légende urbaine qui voudrait que le corps d'Antoine aurait pu être jeté dans les fondations du centre écologique qui était alors en construction. Il y avait effectivement du béton qui avait été coulé. Je ne suis pas allé sous le béton pour voir. Et les moyens des caméras thermiques n'ont pas toujours permis, parce que ça en a permis un petit peu sous la terre, mais pas sous le béton. Mais ça, je n'y crois pas du tout. C'est un côté mafia ou une ndrangheta, bon, bien connu. Je pense que c'était pas si facile que ça d'accéder au chantier de manière discrète. C'est la chose facile, c'est un petit peu la conversation de comptoir. L'intime conviction, c'est qu'il a été très mal traité, le dossier. Ça, c'est une conviction plus qu'intime. Après, moi, je ne suis pas Madame Soleil, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est pas à moi de dire s'ils sont innocents ou coupables, j'en sais rien. Il appartient au juge d'instruction de soit de clôturer s'il estime qu'il n'y a plus rien à rechercher, soit de traduire les gens qui ont été mis en cause dans cette affaire devant une juridiction de jugement qui dira la vérité. Chaque année, la science criminelle, la criminologie et la criminalistique font des progrès. En revanche, depuis 15 ans, il n'y a pas eu de progrès particulier. Il faut véritablement compter sur la parole des protagonistes et compter sur le temps peut-être pour que la parole se libère. Malheureusement, je crois qu'elle sortira jamais. Malheureusement. Ouais, on ne peut pas s'empêcher de il a 21 ans, quoi. Il aurait 21 ans. Aujourd'hui, la justice reste muette. Ni les différents procureurs qui ont instruit cette affaire, ni les magistrats en charge du dossier n'ont souhaité répondre à nos questions, se réfugiant derrière le secret de l'instruction. 15 ans après, l'affaire du petit Antoine semble au point mort. Elle demeure à ce jour un mystère.